Aujourd'hui dans Mythbuster, Charmant balai, n'est-ce pas? Adam et Jamie se déchaînent sur ce mythe. Si un câble tendu à l'extrême se rompt subitement, Il le transperce de part en part. il peut couper une personne en deux. J'adore entendre tout ce raffut à côté. De leur côté, Grant, Carrie et Tori font de la belle musique pour savoir si une poterie peut enregistrer des sons. Je plains ton mari. Et les restituer comme un disque. Ça donne froid dans le dos. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage et Jamie Heineman. C'est pas interdit, les balles traçantes. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Ça, c'est du bon boulot. À leur côté, Tori Bellecci, On a pensé à tout. Carrie Byron Extermination totale. et Grant Imara. Je pompe aussi vite que je peux. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Un câble peut-il trancher une personne en deux? Je vais te mimer notre prochain mythe. Alors? J'imagine qu'il s'agit du câble tueur. Exactement. Un câble qui, sous tension, se casse d'un coup et te coupe en deux. Soi-disant. Soi-disant. En théorie, la pression exercée sur un câble tendu peut être telle qu'elle est capable de couper une personne en deux si le câble se rompt subitement. Impressionnant. Impressionnant. Comme le prouve cette séquence prise sur le porte-avions George Washington. Un câble censé arrêter un avion se rompt, balayant le pont à toute vitesse. Heureusement pour lui, un membre d'équipage a de très bons réflexes. Mais 5 autres n'ont pas le temps de fuir. Preuve spectaculaire que ce péril est réel. Je suis un peu inquiet. Je me demande comment on peut donner une direction précise au câble après sa rupture. C'est l'occasion de faire un essai. On va fabriquer un modèle réduit et voir comment on peut diriger le câble là où on veut. Ça nous permettra de déterminer où se trouve la zone dangereuse, autrement dit la zone meurtrière. Bien sûr. Pour ce test, Jamie visse des serre-joints de chaque côté d'une table. Il fixe un cordon de parachute entre les deux et le tend fortement. Adam prend des mesures et dessine un plan à échelle réduite. Ça représente environ 15 mètres sur 9 et le quadrillage est de 30 cm. Comme ça, je verrai où va le câble pour chaque test. Le rasoir est prêt. Bien aiguisé. Tu es prêt? On y va. Test numéro 1, sans obstacle. Le cordon suit directement la ligne centrale. Ça semble évident. La corde est tendue et quand on relâche la tension d'un côté, la corde n'a qu'une envie, rejoindre l'autre point d'ancrage. On croirait entendre un expert. Mais dans un mythe précédent, ils ont bien failli y rester en essayant d'arrêter une voiture de police avec un câble ancré à un point fixe et attaché à l'essieu arrière. Il faut la faire dévier. Absolument. Sinon, elle ne balaie pas la surface. Elle fait juste... Oui, puisque l'énergie va par là. Justement. Je voudrais m'assurer que le cordon décrit un arc régulier d'environ 2 à 3 mètres. Ensuite, j'installerai le gros câble. Je mettrai le cobaye en position, sachant que sous une tension donnée, le câble va le trancher. Le moment crucial approche. C'est parti. 3, 2, 1. Trop rapide. Magnifique. Époustouflant. Le câble s'est déplacé vers cette zone, comme dans le pire des scénarios. S'ils parviennent à faire déplacer le câble comme le cordon, qu'adviendrait-il à un malheureux qui se trouverait sur son chemin? Un boulon va jouer le rôle de ce pauvre bougre. Prêt? On y va. Le cordon attrape le boulon au vol comme un lasso. Eh bien, Elle s'est enroulée autour. splendide.
C'est comme Indiana Jones avec son fouet. Passons aux choses sérieuses. Nos amis vont se lâcher avec de l'acier. Un pot en terre peut-il jouer de la musique? On a eu connaissance de ce mythe sur Internet. Des chercheurs ont écouté des sons enregistrés par hasard sur des poteries anciennes. Un jour, dans un passé très lointain, quelqu'un fabriquait un pot sur son tour et un brin de paille ou autre frottait contre cette poterie en agissant comme un saphir. Et les voix, les rires, les vibrations environnantes se sont gravées par hasard dans la terre. C'est dingue, non? Selon une certaine théorie, un potier de l'Antiquité travaillait sur son tour alors qu'il y avait du bruit alentour. Les ondes sonores étaient si fortes qu'elles se sont gravées dans la terre fraîche comme le sillon d'un disque. De nos jours, il est possible d'écouter ces sons du passé à l'aide de la technologie moderne. Première étape, l'antre de l'inventeur de Mega Sound Systems, Alexander Ewell Thornton. Deuxième du nom, Thorny pour les intimes. Comme ça me plaisait, on me l'a offert quand j'étais jeune et je l'ai gardé. Il est en possession d'un appareil qui pourrait valider ce mythe, un dictaphone appelé Ediphone, inventé par Thomas Edison en 1916. Attention, attention, paré à plonger. Le fonctionnement de ce dictaphone n'est pas sans rappeler la façon dont le son aurait été enregistré et restitué par une poterie. À suivre dans Mythbusters, peut-on tirer des sons d'un vieux pot? Les vibrations de la voix de Grant, transmises par un microphone, actionnent un saphir qui grave alors les oscillations dans la cire. On voit des sortes de petites rides à la surface. Ce sont des informations gravées. À l'époque, c'était high-tech. Absolument. Pour restituer le son, il suffit de passer un saphir non coupant dans les sillons. Ça alors? Ça grave la voix. Génial. Devant tout le savoir de Thorny, Grant a une question brûlante. Je parle vraiment comme ça? Ouais. Là-dessus, oui. C'est pas vrai. Ça n'enregistre pas tous les graves. Alors on va recommencer. L'équipe remercie Thorny pour ses explications sonores. Je sens qu'on reviendra ici dénicher d'autres trésors cachés. À votre service. Si la cire capture le son, pourquoi pas l'argile? Carrie et Tori vont donc s'approvisionner dans un magasin de céramique. Plus l'argile est fine, mieux c'est. On espère que la finesse de la terre empêchera la déformation de l'enregistrement avec le saphir. Allons faire des pots. Je vais d'abord me couper les ongles. J'ai un saphir à chaque doigt. Moi aussi. Allons chez la manucure et ensuite à nos tours. Nous vivons sous haute tension et les câbles, d'une utilité indéniable, sont incontournables. Mais s'ils se cassent, peuvent-ils nous couper en deux? Parfait scénario pour les Mythbusters. Il faut s'occuper de la sécurité avant de commencer à sectionner des câbles. On a besoin d'un espace clos à l'intérieur d'un bâtiment pour pouvoir contrôler l'opération, peut-être même de l'extérieur. Oui, ça va être très dangereux. L'idée est de fixer un système de chaînes et de poulies autour d'un pilier de soutien, d'y attacher un câble, de le tendre jusqu'à un autre pilier et de mettre un obstacle entre les deux. Ensuite, à l'aide d'une pompe hydraulique, tendre le câble jusqu'à son point de rupture pour voir s'il coupe leur cobaye en deux. Jamie part à la recherche du matériel qui remplirait cette fonction. J'ai besoin de votre aide pour un projet. Vous avez entendu parler de câbles sous tension qui se cassent et coupent quelqu'un en deux? J'en ai surtout entendu parler avec des cordes en nylon. Comme elles sont plus élastiques, on peut les tendre beaucoup plus, ce qui leur donne plus de détente. C'est ce que je pensais. On va tester plusieurs épaisseurs de câbles et différents types de cordes. Pour tendre le câble ou la corde, Andy montre à Jamie un cylindre hydraulique conçu pour tirer des câbles. Le genre de gadget qui fait rêver Jamie. Oh oui. À première vue, je vois que c'est ce qu'il nous faut.
30 tonnes. 30 tonnes, avec une course d'un peu plus de 13 cm. Et pour l'élément qui coupera le câble, Andy suggère un dispositif de sécurité. Avec ça, on peut facilement commander à distance. On le met sur le câble et on coupe de loin, en toute sécurité, pour qu'il se casse. C'est idéal pour vous. Parfait. Jamie repart avec ses jouets trancheurs. Entre-temps, Adam part acheter une cible adéquate. Bonjour, Keith. Il taille une bavette avec Keith, le directeur. Tu as des porcs? Oui, énorme. Ah bon? Oui, Quel poids? environ 70 kilos. C'est parfait. On va les voir? Mais ça, Génial. C'est la dernière mode. J'adore. Et voilà. Oh là là. À la vue des cochons, Adam est sur le point de vomir son petit déjeuner. Ça va être dur, même pour moi. Pas de sandwich au jambon aujourd'hui. pour moi non plus d'ailleurs. Mais Adam tient bon. Il va rapporter les porcs au quartier général. Mon pick-up regorge de 350 kilos de jambon. Un petit essai. Tu as créé des bouchons avec ça. En voyant les cochons, les gens regardaient qui était au volant. Et en me voyant, c'était du genre « Encore un Mythbuster ». Avant de goûter au fouet, les cochons se rafraîchissent un peu. Selon la théorie de l'archéoacoustique, des poteries anciennes auraient préservé des sons enregistrés au moment précis de leur fabrication. Christ's words, the actual incantation to raise the dead, were recorded in the clay grooves of the pottery, just like the way music is recorded into vinyl. I'll have Chuck Burks meet you over at my office, see if this clay has Christ's greatest hits on it. Pour recréer un scénario antique de manière vraisemblable, ils vont fabriquer un tambour, poser un saphir dessus, qui sera en contact avec un pot en argile fraîche en rotation sur un tour. Ensuite, ils feront des bruits pour voir si la paille qui sert de saphir grave le son dans la terre. Pour marcher sur les traces des hommes de l'Antiquité, Tori et Carrie retournent aux sources et fabriquent des pots de leurs propres mains. La bâche, c'est vraiment utile. Ouais, L'odeur de terre humide, combinée à la magie de la créativité, semble avoir un effet étrange sur Tori. Tu as vu Ghost? ouais, Tu te souviens du passage avec Patrick Swayze et Demi Moore? ouais. C'est bien. Une fois qu'il est mort? Non, ils étaient tous les deux vivants. Par chance, Carrie a l'habitude des artistes peu originaux. Tu as besoin d'aide? Dégage, Bellecci. C'est mal centré, tout est de travers. Carrie se rend vite compte que tourner même un simple pot n'est pas si facile. Il faudrait que ce soit centré. Mais ça l'est encore moins qu'avant. Ça va être le pire des pots. Non, ça a l'air bien. Et finalement, elle réussit enfin à retrouver son équilibre et celui du pot. Ses mains font l'amour avec la terre. Le résultat est un modèle de symétrie. Voilà, Joli. c'est amusant. Tu l'as dit, amusant. À présent, à Tori de prendre place devant le tour. Il passe directement au régime turbo. Il a le pied lourd. Ça ne va pas plus vite? C'est déjà trop. Non, c'est tout le contraire. Je vais le brancher sur un moteur. La clé, c'est d'aller lentement. Tu crois? C'est plus drôle quand ça va vite. Il ferait mieux de lâcher le champignon. C'est toi qui commandes, pas la terre. Sauf que c'est elle qui fait ce qu'elle veut. Le résultat de l'expression artistique passionnée de Tori n'est pas très impressionnant. C'est bien, ravissant. Jolie petite chose. Ne dites jamais ça à un garçon. Toutefois, Tori semble fier de lui. Très bien. Mon premier pot. Carrie met leurs œuvres d'art de côté et elle fabrique un tambour en découpant le haut d'un pot en terre et en le recouvrant d'une peau d'animal tendue.
J'espère que le son le fera vibrer comme un tambour et que le saphir imprimera des zigzags sur mon pot. Test du tambour. Tori et Carrie sont prêts à enregistrer. C'est un sacré tambour. Je suis enchantée. Doit-on se méfier des câbles sous forte tension? Sur un porte-avions, le freinage des appareils se fait par câble. Cette séquence prise sur le porte-avions George Washington montre que les choses peuvent mal tourner. Mais un câble peut-il réellement couper une personne en deux? Pour tester ce mythe, Adam et Jamie déménagent dans un endroit où ils seront bien à leur aise. Accélère. Ça devrait leur convenir. Un ancien atelier sur une base militaire désaffectée. La structure métallique, ça t'intéresse? Oui. Ils ont hâte d'emménager. Ce crochet est parfait pour le cochon. Il y a des grosses poutres en acier pour ancrer nos câbles et tire-câbles. Une grille au sol pour souder nos bollards et suspendre nos ports au-dessus. Des tas de poutres, c'est parfait. Ils commencent par installer leur système de câbles. Tu es le fantôme de Noël du passé? Nos 2 points d'ancrage vont être ces gros piliers. On va mettre de grosses chaînes autour, bien fixer tout ce matériel pour avoir un point d'attache à toute épreuve. Toute l'expérience repose sur ces 2 pôles de traction. Dans les tests précédents, ils ont constaté que s'ils plaçaient un obstacle sur la trajectoire de la corde quand elle se détend, elle décrivait un arc tranchant parfait. Alors, ils soudent un gros bidon métallique au sol. Il faut ancrer quelque chose au sol pour que le câble se casse d'un côté et fasse comme on veut. Un coupe-cigare d'enfer. Maintenant, ils testent la puissance de leur objet tranchant. Un coupe-ongle. Les dents de la vie. Ils coupent l'acier comme si c'était de la ficelle. Eh ben, mon vieux. Le premier test se fera avec une corde. Jamie fixe la corde sur leur installation. Puis ils l'attendent. J'espère que ça ne l'a pas affaibli. Et la victime entre en scène. Et voilà notre premier cobaye. C'est horrible. Ce n'est plus le doux parfum de l'autre jour. Adam lui glisse quelques mots d'encouragement. Quand la corde se cassera, je veux qu'elle vienne frapper ici. Et n'ayons pas peur des mots, qu'elle te lacère la peau. À cause des risques potentiels, la compagnie d'assurance des Mythbusters exige que l'expérience soit entièrement menée et filmée avec des instruments commandés à distance. Une fois cassé, ce câble de 15 mètres va décrire un arc de, disons 15 mètres, et couper en deux non seulement le cochon, mais aussi Jamie, moi-même ou un membre de l'équipe. Alors, pour cette expérience, il faut impérativement s'éloigner des lieux. Comme la corde est trop élastique pour que la pompe hydraulique lui donne la tension adéquate, ils ont recours à autre chose. Adam est tellement excité de conduire l'un de ses moyens de transport préférés qu'il tournoie de joie sur le parking. Charmant balai, n'est-ce pas? J'adore conduire ces gros engins. Je devrais m'en acheter un. Il relie l'élévateur à la corde au moyen d'un système de poulies assez long pour s'étirer jusqu'à l'extérieur de l'atelier. Il ne reste plus qu'à fixer le dispositif coupant sur la corde et ils sont prêts à trancher dans le lard. C'est parti! L'équipe remonte le temps. Elle déterre et dépoussière le mythe de l'archéoacoustique, selon lequel des poteries anciennes recèlent des sons du passé. Pour recréer un éventuel scénario archéoacoustique digne d'un atelier de potier de Pompéi, Tori et Carrie mettent un pot récemment fabriqué et non cuit sur le tour et posent le tambour à proximité. Sur le tambour, ils placent le saphir, en l'occurrence une paille. Tori fait des essais de voix. Tu as vu comme ça vibre quand je fais ça? Le saphir étant opérationnel, le QG devient un studio d'enregistrement de l'Antiquité. Disque en terre. Tori dans le rôle de l'artiste. Prêt pour l'enregistrement.
Approche-toi. Et Carrie, la productrice. Comme ça? N'hésite pas. D'accord. Prête? Et 3, 2, 1. Discanter! Il me semble voir des petites fréquences. Ils cherchent tout signe qui montrerait que la voix suave de Tori a laissé une empreinte. Là, regarde. Oui, je vois. Ça continue par là. On dirait une tresse. La voix de Tori est-elle enregistrée sur la surface? Carrie s'empare du micro. Discanter! Quelle finesse! Je vois de tout petits zigzags. Minuscules, mais ils sont là. Les lignes sur la Terre pourraient être des empreintes sonores, mais impossible de le savoir tant que les peaux ne sont pas entièrement secs. Si on essayait d'extraire quoi que ce soit maintenant, on détruirait les marques, parce que c'est trop mou. L'enregistrement sur des pots comme à Pompéi est en bonne voie. La suite? Une autre version de ce mythe a été diffusée récemment dans une émission télé sur la médecine légale. C'est la même idée qu'avec le pot sur le tour, mais au lieu du tambour, c'est juste une brosse qui touche la surface. Ils ont extrait des sons qui ont servi d'indice pour élucider l'affaire. Attends, tu veux dire qu'ils ont rayé le tambour du paysage et qu'ils ne comptent que sur la brosse pour capturer les vibrations de la voix? Pour tester le scénario vu à la télévision, ils vont faire tourner un pot en terre non cuit sur le tour. Pendant sa rotation, ils maintiendront une brosse contre lui en faisant du bruit. Cette fois-ci, le tambour n'est d'aucune utilité. Pour graver le son dans l'argile, seul le saphir joue un rôle. Les potiers utilisent souvent de la paille comme outil de finition. Alors Grant coupe de longues tiges d'un balai. Plus les brins sont longs, plus on a de chances qu'ils vibrent et impriment quelque chose sur le pot. Carrie propose de tester le saphir. Oui, quelque chose comme ça. C'est peut-être trop grave. Ça bouge! C'est drôle de crier. On le fait pas assez souvent. Grant fixe son saphir de paille sur un support métallique posé près du tour. Non, pas là. Je vais remporter le premier prix à la kermesse. Ou le second. Carrie fait à nouveau entendre le son mélodieux de sa voix. Espèce d'assassin! Alors? Je ne pensais pas que ce serait si fort. Je veux que ça réussisse. À me rendre sourd, oui. C'est gagné. Carrie n'y va pas par 4 chemins. Ils prennent un nouveau pot. Cette fois, elle ne dira qu'un seul mot. Ils espèrent que cela aura plus d'impact. Comme Carrie ou Tori. D'accord. Carrie libère sa profonde douleur. Il y a des rainures. Assez profonde? N'importe laquelle de ces marques aurait pu capter l'information. Ont-elles été causées par les vibrations sonores ou est-ce le souffle de Carrie qui a déplacé la paille? Tori a une idée pour éviter les traces inutiles. Dans les studios d'enregistrement, on utilise des petits écrans, comme un bout de collant, qu'on met au-dessus et qui sert d'anti-souffle. On en fait un? Oui, Tu as tes collants? je les porte. Il suffit que je les enlève, rien de plus simple. Va chercher la paire que tu gardes dans ta boîte à outils. Un écran devrait arrêter le souffle de Carrie. Ton écran est prêt? Oui, Pour mieux concentrer le son sur le saphir, il coupe les brins de paille de sorte qu'un seul d'entre eux touche l'argile. Quelques vocalises. Et la voix d'un ange s'élève. C'est un son, après tout. bien joué, Carrie. Je plains ton mari. C'est leur meilleure empreinte sur l'argile. Elle est parfaite. Les sessions de poteries antiques sont un succès. Il y a de quoi faire un tube avec ça. Un câble qui se rompt peut vous couper en deux. C'est du moins ce que dit le mythe. Adam et Jamie sont sur le point d'en vérifier la véracité. Pour le premier test, ils utilisent une corde. Toutes les cordes et les câbles ont des normes de sécurité différentes. Une fois l'étirement commencé, nos amis mesureront la force de la tension au fur et à mesure qu'elle augmente. Quand elle sera au maximum, ils sectionneront la corde à distance.
J'attends qu'Heinemann me donne le feu vert. Tous les systèmes sont au vert. Adam fait avancer le chariot élévateur. Petit à petit, la corde à l'intérieur de l'atelier se tend. 1000, La tension monte. 2000. Et maintenant, 3000. Jamie active le dispositif coupant. Qu'est-ce que ça donne? C'est bien? J'ai ouvert toutes les vannes, puis j'ai mis la pompe en marche. Et c'est parti d'un coup. Super. J'étais à 3500. On va voir. Bien sûr. Il y a eu contact avec le cochon. Selon la peau du porc, la première entaille n'est pas toujours la plus profonde. Parfois, la corde n'occasionne qu'une brûlure. Le test de la corde a tapé dans le mille. Elle a laissé une sacrée brûlure sur notre cobaye ici présent. Ça doit être très désagréable. Mais je ne pense pas que ça tuerait une personne. Il est temps de passer à quelque chose de plus mordant. Détendez-vous et laissez-vous bercer par l'archéoacoustique qui est censé enregistrer et reproduire des sons sur une poterie comme sur un vinyle. Inspiré par le dictaphone d'Edison qui enregistrait des voix sur des cylindres de cire, l'équipe a-t-elle réussi à graver des sons sur ces pots? Encore faut-il les entendre. Dans le labo de X-Files, un incroyable extracteur de son au laser dévoile une insulte ancienne. What is it? It's Aramaic. That's the language of Crespo. It literally says, I am the bearded cow-like sea beast. Dans le monde réel, un laser détecterait le moindre grain de poussière et la moindre tache sur une poterie. Grant fabrique un système de lecture avec de vieilles platines. Cette technique remonte à la fin des années 1960. En gros, c'est le bras de lecture d'un tourne-disque qu'on relie à un ampli. Quand on met un saphir directement en contact avec un support, on obtient une meilleure qualité acoustique. Première étape, il retire le bras d'un tourne-disque. Ensuite, il doit fabriquer un nouveau saphir. La pièce que j'ai retirée du tourne-disque a une petite aiguille à son extrémité. Si on passe ce saphir sur n'importe quelle poterie, ça la détruira. L'alternative est de faire un saphir en verre. Ce verre doit être armé. Grant réussit enfin à casser le verre armé. Et il en fait fondre un morceau avec un chalumeau. On dirait un signe. Tu deviens sculpteur sur verre? Pour agrandir ta collection, tu veux un caniche? Il suffit de chauffer le verre jusqu'à ce qu'il soit flexible. Puis on l'étire en un filament. Une fois refroidi, on peut le casser et on obtient un parfait fil de verre. On le chauffe de nouveau pour avoir une espèce de goutte, puis on le colle immédiatement au bout du bras du tourne-disque. Après avoir fixé le saphir de verre sur le bras et l'avoir relié à un ampli, c'est le bruit de mes empreintes. ils sont prêts à faire tourner des pots. Ça roule. Maintenant, il nous faut des pots qui parlent. Le mythe que nous testons, au cas où vous n'auriez pas été attentif, est le suivant. Un câble qui subit une tension extrême peut-il se rompre? Et si c'est le cas, en agissant comme un fouet, peut-il vous couper en deux? Dans leur premier test, Adam et Jamie ont sectionné une corde qui a frappé un cochon mort. Elle l'a heurté de plein fouet, mais n'a causé qu'une vilaine brûlure. En revanche, un câble en acier est bien plus robuste. À mon avis, ça devrait le faire. Je veux voir des chairs lacérées par un câble. Les câbles se présentent sous divers diamètres et résistances. Pour le premier test, il commence par la finesse. Une surface d'impact moindre produit-elle un plus grand effet coupant?
On va faire le test avec un câble de 9,5 mm. Ce genre de filin est utilisé pour ancrer des relais radio ou pour certaines opérations de treuillage. Comme un câble ne s'étire ni ne se rétracte autant qu'une corde, ils essaient d'augmenter le facteur fouet avec des longueurs de 42 mètres et une action conjuguée pour le tendre. On utilise le bras de l'élévateur pour supprimer tout relâchement et même augmenter la tension d'une façon non négligeable. Quand le câble atteindra une tension assez élevée, on le tendra au maximum avec la pompe. Après, on le sectionnera. Tout le monde quitte le bâtiment, à l'exception de Adam. Lentement, très prudemment, il retend le mou, puis il ne demande pas son reste. J'ai tendu jusqu'à la limite de l'élévateur, environ 23 cm. On joue le tout pour le tout. D'accord. Ils activent la pompe hydraulique. C'est parti. Coupe d'un câble de 9,5 mm. 3, 2, 1... J'adore entendre tout ce raffut à côté. On n'aurait pas pu avoir un meilleur résultat. Il a reçu un bon coup. Cette fois, le porc est parti au trot. Un petit cochon pendu au plafond. Tu imagines la puissance pour l'envoyer à 3 mètres de là? Si ça ne te coupe pas les jambes, il faudra sûrement les amputer. À voir la vitesse, ils ont raté de peu des grillades de cochons. Tu as vu les étincelles sur le bidon? Tire-en les conséquences. On ne pourra pas nous reprocher de ne pas y avoir mis toute l'attention et la frappe nécessaire. Le choc a été violent. Ça stoppera le cœur. Il n'en reste pas moins que le câble n'a pas tranché. C'était idéal pour le couper en deux, mais ça ne l'a pas fait. Pour ma part, ce genre de câble est exclu. Il faut passer à la taille supérieure. D'accord. Parfois, plus gros égale meilleur. Alors nos amis déroulent un câble plus épais avec un point de rupture à 18 tonnes. C'est un énorme câble super épais. Nous allons voir s'il a assez d'énergie pour faire ce que nous désirons. Arrête! Jamie fixe le méga câble à la pompe. Je ne voudrais pas être à côté quand ça va lâcher. Il est d'un autre acabit. La pompe hydraulique exerce une pression de 13 tonnes 6 sur le câble. Il est temps de libérer le fauve. Tu es prêt? Coupe d'un câble de 13,3 mm. 3, 2, 1... C'est renversant, non? Ils vont inspecter les dégâts à l'intérieur. Le cochon est entier, mais il a été projeté plus loin. Bien plus loin. Le cochon a reçu un choc effroyable, mais il est toujours en un seul morceau. C'est tellement... Il a pris un bon coup. brutal. Je ne pense pas qu'un autre essai donne de meilleurs résultats. Non. La tension était de 13 tonnes 6 ou plus quand on l'a coupé. C'est comme si l'énergie d'une dizaine de voitures se libérait d'un coup, comme la balle d'un fusil. En fin de compte, le mythe du câble tueur n'est pas un jeu d'enfant. Au QG, l'équipe explore une théorie enfouie dans les sables depuis la nuit des temps. Des poteries anciennes recèleraient des sons du passé. Espèce d'assassin! Grant, Carrie et Tori pensent avoir gravé des sons sur des pots. Maintenant, ils tentent de les écouter. Une expérience scientifique majeure parle en faveur de ce mythe. Oui. En 1969, l'Institut d'ingénierie électrique et électronique, dont je suis membre, a publié une lettre qui affirmait qu'il était possible d'enregistrer et d'écouter les sons d'un tour de potier sur un pot. Pour l'écoute, ils placent le pot, maintenant cuit, sur un tour et le font tourner comme un disque sur une platine. Ils posent le saphir en verre de Grant dans un sillon. Et ils sont tout oui. La vitesse a besoin d'un petit réglage. Mais heureusement, le pot n'est pas cassé. Bien. Vous êtes prêts?
Pendant la rotation du pot, ils entendent clairement le crissement du saphir sur la surface de la Terre. Mais rien d'autre. Va par là. Il y a un sillon plus profond. Grant explore un autre sillon sur le pot. Quoi? Ça donne froid dans le dos. C'est quoi cette voix? Quand Grant a posé le saphir en verre sur le pot, on a entendu comme une voix fantomatique. J'entends quelque chose. Oui, une voix étrange d'outre-tombe. En réduisant la vitesse, ils espèrent entendre le whoop plus clairement. Une voix démoniaque. Il fallait que j'arrête là. J'ai la chair de poule. D'accord. Sont-ce les mots discanthères ou bien leur imagination est-elle plus fertile qu'à l'ordinaire? Il y a bien quelque chose. Oui, ce ne sont pas que des interférences. Mettant leur pot façon Pompéi de côté, ils testent celui qu'ils ont gravé avec une brosse et sans tambour, comme dans l'émission de télévision. Ils placent à nouveau le saphir dans un sillon et écoutent attentivement. Difficile de distinguer les sons des interférences. À un moment donné, j'entends un E. Mais c'est très faible. C'est peut-être dans mon imagination. Le E n'est pas grand-chose, mais ça leur donne espoir. On entendait nettement des sons répétitifs, et ce n'étaient pas des interférences. À mon avis, ce n'est pas la meilleure méthode d'enregistrement, mais elle est plausible. Le rêve de notre super groupe d'atteindre le firmament grâce à la céramique semble être réduit à néant. Ça disait Armageddon est dans 3 jours. Attends le week-end. Avant d'abandonner, ils se rendent dans un studio d'acoustique pour avoir un avis professionnel. On a l'air d'agents secrets. Avec un peu de chance, ils vont faire comme à la télé et éliminer tous les bruits de fond pour garder les mots perceptibles sur cette bande. Voici Albert, le Superman du son. Avez-vous un système laser qui aurait un effet Doppler sur notre poterie pour en extraire les sons? Je n'ai pas de système laser, mais du très beau matériel de restauration. Je vais déchiffrer ce qu'il y a sur cette bande. Albert conduit l'équipe dans son studio high-tech. Grant est aux commandes. Numéro 1, cap sur Starbase, 217, paré pour le départ. Quoi? Vous faites comme ça chez vous? Oui, ça fait partie de mon histoire. Albert passe une piste du pot façon Pompéi, que l'équipe considère comme ayant la meilleure empreinte sonore. Je vais essayer d'augmenter le son, d'atténuer les bruits. Il filtre tout bruit sec, tout craquement. On entend déjà la différence. Il n'y a plus d'interférence. Maintenant, je baisse. Et c'est mieux. Je repasse le son. Qu'en pensez-vous? C'est un crissement à la surface du pot. Le son est si net qu'il en scintille. Oh là là, c'est génial. Notre pot a peut-être quelque chose. Le trio est plein d'espoir. Mais Albert pourra-t-il extraire des mots compréhensibles qui nous permettraient de partager l'allégresse générale? J'avais beaucoup d'espoir, car on avait quelque chose qui ressemblait à un signal sonore sur notre pot. Et ils sont tout oui. J'entends quelque chose, mais il y a tant d'autres bruits. Non, pas de discanthère. Des quicks inexpliqués, oui. Une voix humaine reconnaissable, non. La meilleure chose qu'on a, c'est un quick. Ce n'est pas discanthère. Juste quick. Leur discanthère ne sera jamais au hit parade de l'archéo-acoustique. Désolé les enfants, c'est comme ça. Alors tout ce qu'on voit à la télé n'est pas vrai.
J'en ai bien peur. Que pense Albert de ce mythe? On peut enregistrer pratiquement tout sur un support assez dur pour garder une empreinte. Pas du beurre, mais du plastique ou de la cire. Mais si ce n'est pas fait intentionnellement, on n'aura que du bruit. Comme moyen d'enregistrement, l'argile ne semble pas faire l'affaire. À votre avis? Pas d'enregistrement. En tant que Français et ingénieur du son? Pas possible. Pas possible. Pas possible. L'archéoacoustique est un fiasco. Mythe bidon. Adam et Jamie n'ont guère de chance avec le mythe du câble tueur. Il a reçu un gros choc, mais ça ne l'a pas coupé. Malgré tous leurs efforts pour couper le cochon en deux avec un câble fou, l'animal s'en sort à chaque fois indemne. Besoin d'aide? Avec ça, pas de problème. Les résultats ne sont pas seulement contraires à mon intuition, ils sont aussi très frustrants. J'ai fait appeler toutes les organisations de sécurité à l'échelle nationale, fédérale, militaire, pour leur demander des preuves de ce mythe. On a récolté des tonnes de oui-dire et aucun pêcheur vivant ne doute de la véracité de ce mythe. Pourtant, il a été impossible de trouver un seul cas confirmé de quelqu'un coupé en deux par un câble. D'après le mythe, un câble te couperait en deux comme une lame chaude couperait du beurre. On a recensé de nombreuses victimes et on a démontré qu'un câble qui se rompt peut tuer. Tu sais ce que ça veut dire? Bien sûr. On y retourne pour connaître les conditions requises pour couper un cochon en deux avec un câble. Exactement. Pour la prochaine tentative, le cochon est pieds et poings liés. Je maintiens le corps parfaitement rigide pour que le câble vienne... Bam! Je veux qu'il pénètre le corps, qu'il le transperce. Comme ça. Maintenant, il s'agit de combiner le meilleur des câbles fins et épais, l'action de la masse et de la coupe, en fixant une longueur de câble de 4,7 mm à l'extrémité du plus gros câble. Nous espérons que ce petit fouet aura une telle vitesse au moment de sa rupture avec le gros câble qu'il coupera le porc. Pression sur câble de 13,3 mm avec fouet de 4,7 mm. La tension monte. Vont-ils réussir? Coupe câble dans 3, 2, 1... Un bon gros bruit. Bon sang. Le bruit avait l'air prometteur, mais ce n'était qu'un tour de cochon. Aucune entaille. Le mythe est mal parti. On est loin du carnage qu'on espérait créer. Sous l'effet du stress, Adam commence à délirer. Maintenant, on va faire une boucle autour du porc avec le câble de 4,7 mm fixé à celui de 13,3 mm. Et on va l'ancrer sur la grille. Vous voyez où je veux en venir? Tout est prêt. La boucle et le reste sont en place. Si le résultat n'est pas concluant, Adam ne répondra plus de ses actes. La boucle de la mort. Par pitié, faites que ce porc soit coupé en deux. Et voilà, il n'est pas coupé en deux. Désolé, Adam. Le porc est toujours entier. Prenons une épée. Un tranchoir à viande. Si quelque chose doit craquer, ce sera Adam. Il n'y a plus rien à faire. Ne jamais dire ces mots devant un homme au regard vague. Je vais à l'élévateur et je tirerai les fourches jusqu'à ce que le câble sectionne cette chose par le milieu. Bon. Attention, âme sensible s'abstenir. Le spectacle se corse. Bien. Je suis prêt. Comme un possédé, Adam met le pied au plancher et prouve que les cochons peuvent voler. Et voilà le travail. Nom d'un chien. L'odeur est encore pire. Salade au porc. Mettons-le dans le camion. Je prends le haut. Partageons le travail. On nous demande souvent si on a été surpris par les résultats.
C'est l'expérience la plus bizarre qui me soit arrivée. Au début du test, je croyais dur comme fer qu'on allait trancher un cochon avec un de ces câbles sous tension, avec une force de 9 à 14 tonnes. Ça ne faisait aucun doute. Mais à mi-chemin, en voyant ce qui se passait, je me suis dit que c'était impossible. Et c'est le cas. Ça te tuera, mais ça ne te coupera pas en deux. Incroyable. Bidon. Complètement bidon. Le cochon a volé en éclats en emportant le mythe avec lui. Il est vraiment bidon. Peut-on tomber d'un quai à cause